Ambiance africaine dans le sud de la France. La Provence abrite des garrigues et des steppes étonnamment exotiques. Ici, le roi soleil règne en maître. Du printemps jusqu'au cœur de l'été, à chaque heure de la journée, il impose à la nature une chaleur de plus en plus forte. Comment les plantes et les bêtes peuvent-elles résister à la fournaise? Comment s'adaptent-elles à des conditions de température et de sécheresse dignes des tropiques? Le maquis provençal révèle l'un des visages de la France sauvage. « 8 heures du matin dans le massif des Maures sur les hauteurs de Saint-Tropez. Les premiers rayons du soleil sont encore doux. En ce début de printemps, il réveille les animaux en hibernation. Survivante de la préhistoire, la tortue d'Hermann est la seule tortue terrestre de France. Elle ne se rencontre plus que dans cette nature préservée. Comme tous les reptiles, la tortue a besoin de chaleur pour s'activer. Les écailles de sa carapace fonctionnent comme des panneaux solaires. Le rythme de vie des animaux dits à sang froid, ou plutôt à température variable, est suspendu à celui du soleil. « 9 heures. Les arbres, adaptés au climat sec et chaud, ont les mêmes formes que les acacias en Afrique. En Provence, la forêt africaine du Var voisine avec la dernière steppe naturelle de France, la plaine de la Crau. Situé au sud des Alpilles, ce milieu unique abrite des animaux exceptionnels. Africains, à l'origine, les hérons garde-bœufs prennent le taxi sur les brebis, comme ils le feraient sur des éléphants. Les choucas ont eu la même idée. Ils sont un peu crampons, mais ils débarrassent le bétail de ses parasites. Une façon de payer le voyage. Le garde-bœuf ne recherche pas l'eau comme les autres hérons. À terre, il se régale de sauterelles et de criquets dérangés par les brebis. L'animal le plus rare de la plaine de la Crau est le criquet rhodanien. Il est endémique de cette steppe, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part ailleurs au monde. Adapté au vent sec de ce milieu, cet insecte trapu ne vole pas. Il se déplace peu. Dans toute sa vie adulte, il ne dépasserait pas une distance de 50 mètres. Parmi les nombreuses espèces de sauterelles, le dectique à front blanc aime les endroits arides et chauds de la Provence. Il se nourrit de végétaux et des insectes qu'il rencontre.
Dans la nature, tout se recycle. Les moutons font le grand bonheur de petits animaux. Le bousier ne craint pas plus le soleil de l'accro que l'odeur de la crotte. Ce minuscule est un Hercule. Il pourrait soulever 1000 fois son poids. Comme l'escarabée sacré des Égyptiens, le couple roule sa boule, image symbolique de la course du soleil. Les bousiers ont trouvé une merveilleuse matière pour faire leur nid. Ils en feront la chambre des petits. Animal des steppes, l'outarde canepetière est l'un des oiseaux rares de l'accro. C'est notre mini-autruche. Elle a la taille d'une grosse poule. Si elle voit un criquet, elle craque, elle le croque. Pour ce mâle d'outarde, le printemps sonne l'heure de la drague. Il attire les filles avec un drôle de chant qui ressemble à un paix. Ce qui lui a donné son nom de canepetteuse ou canepetière. On peut l'entendre à 1 kilomètre. Le soleil grimpe inlassablement vers son zénith et lance ses rayons ardents sur le sol. Il est 10 heures. Dans le massif des Morts, la carapace de la tortue d'Hermann est maintenant bien chaude. Elle a refait le plein de calories. Elle se carapate vers une destination mystérieuse. Dans ce milieu sec, la mare temporaire est le seul refuge des grenouilles et des insectes. Comme le marigot africain, elle abrite au printemps une vie éphémère. Le géris trouve sa nourriture en patinant à la surface. Les jeunes amphibiens grandissent rapidement dans cette eau tiédie par le soleil. La notonecte est une originale. Cette punaise chasse à l'envers, sous la surface. Ses longues pattes lui servent de rame, les autres attrapent les proies. Au milieu de la matinée, les conditions sont optimales pour l'apparition d'étranges créatures. Une étonnante métamorphose s'accomplit dans les hautes herbes. Miracle de la nature, une larve s'extirpe de son ancienne peau. L'un des symboles de la Provence est en train d'apparaître. C'est une cigale. Elle a vécu plusieurs années sous terre. Elle déplie ses ailes et les sèche au soleil. Son corps mou durcit. En moins d'1 quart d'heure, elle prend sa forme définitive.
Devenue brune, elle est désormais prête à accomplir sa vie d'adulte, le temps d'un court été. À peine métamorphosé, le mâle chante. Il fait vibrer un organe, la cymbale, plusieurs centaines de fois par seconde. La vibration est amplifiée dans une caisse de résonance qui occupe presque tout son abdomen. La cigale est ventriloque. D'autres musiciens sont arrivés d'Afrique. Ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent nicher en France à la saison chaude. Le guêpier est le plus bariolé de tous. Il apporte à la Provence ses couleurs tropicales. On le surnomme le chasseur d'Afrique. Dans le maquis provençal, la tribu se rassemble, les couples se forment. Ils s'installent sur un talus sableux. Comme le lapin, le guêpier creuse des terriers. Son bec sert de pioche, ses pattes font office de pelle. Le mâle et la femelle travaillent d'arrache-pattes. Le tunnel qu'ils construisent peut dépasser les 2 mètres de long. Le printemps s'achève. Sous le soleil de la plaine des morts, la tortue d'Hermann poursuit sa marche vers un but inconnu. Le reptile longe des lavandes à toupet, des renoncules, des sérapias. Les orchidées déploient tous leurs attraits pour inviter les insectes pollinisateurs. Chacune est un festival de couleurs, digne des plus exubérantes plantes tropicales. Les insectes repèrent les plantes de loin grâce à leur parfum, leur couleur et leur chaleur. Les abeilles butinent la lavande à toupet et le romarin. L'ascalaphe se chauffe sur les plantes, ailes écartées, offertes à la lumière. Il ne vit que dans les régions chaudes. Les bains de soleil, c'est son truc. L'ascalaphe est un prédateur, un amateur de mouches. Il ressemble à un papillon avec des ailes de libellule, mais il n'est ni une libellule ni un papillon. En Provence, la chaleur permet aux animaux d'accumuler beaucoup d'énergie solaire. Stimulés par la température montante, brillantes comme des bijoux, les cétoines dévorent les fleurs sans ménagement. Ces insectes aux origines tropicales aiment se dorer au soleil.
Typiquement méditerranéen, le barbitiste languedocien apprécie les buissons du maquis. Comme toutes les sauterelles, il entend avec les pattes. Son oreille est une fente située sur ses tibias antérieurs. Le barbitiste ne ménage pas les végétaux, mais il pourrait bien lui-même servir de repas à plus gros que lui. Au début de l'été, les insectes volaient un peu partout. Il est 11 heures et pour le guêpier, c'est l'heure de la chasse. Le mâle fait des offrandes nuptiales à sa femelle. Premier pas vers l'accouplement. Il lui fait le coup du bon petit resto. Le guêpier capture des guêpes, mais aussi des papillons, des coléoptères, des libellules. Il peut repérer un insecte d'1 centimètre à 100 mètres de distance. La chaleur torride, le cadeau nuptial, tout ça finit par faire de l'effet. L'heure tourne et la tortue d'Hermann persévère dans sa quête amoureuse. Trouver une partenaire relève du défi. Ces animaux sont rares et les rencontres le sont tout autant. Une femelle surgit au détour d'un buisson. Le mâle se précipite pour ne pas rater l'occasion. La cour du mâle est sommaire. Pas de cadeaux, pas de petits restos chez les tortues. Les baisers sont plutôt des mordillements. Le mâle cherche à immobiliser sa partenaire. Sous les buissons de thym retentit soudain le curieux chant d'amour de la tortue d'Hermann. Le plastron du mâle est creux. Il épouse la forme de la femelle. Elle ne semble pas très motivée, mais il possède un crochet sur le pénis qui le tient solidement ancré. Une fois l'affaire conclue, la femelle prend ses distances.
Pour la cigale aussi, l'heure est à la parade sur les hauteurs de Saint-Tropez. Son chant est avant tout un appel nuptial. Le mâle annonce sa présence, son identité et son désir de se reproduire. Les femelles sont totalement muettes, mais elles entendent parfaitement le message. Le mâle chante bien, mais il voit mal. Il peut chercher à s'accoupler avec un autre mâle. L'approche est parfois assez longue. La cigale chante tout l'été et toute la journée. Elle ne songe pas à la famine, comme la fourmi sa voisine. L'activité de ces insectes n'est pas une fable. Les fourmis moissonneuses récoltent des proies et des graines pour nourrir leurs larves. Peu importe la température, les fourmis sont infatigables. Elles utilisent des autoroutes très fréquentées pour accéder à leurs fourmilières bien enfouies dans le sol, à l'abri des chaleurs extrêmes. Il est midi dans la grande plaine des Morts. En été, la température dépasse les 30 degrés et la chaleur devient accablante. Une course contre la montre se joue en secret. Le marigot disparaît. L'eau devient l'élément vital le plus rare. Les abeilles en ont besoin pour faire leur miel. Tout aspire en urgence ce qui reste du précieux liquide. Progressivement, la chaleur paralyse la nature. Les insectes et les reptiles sont les derniers animaux qui se montrent encore. Dans les fentes des rochers, de surprenantes créatures cohabitent sans se faire concurrence. Le maquis provençal abrite le plus grand lézard d'Europe, le lézard ocellé. Avec ses 80 cm de long, c'est l'iguane de nos régions. La Tarente de Mauritanie a des origines africaines. C'est un extraordinaire grimpeur, muni de ventouses qui chasse à vue. La Tarente est volontiers nocturne, le lézard ocellé franchement diurne. Sur la pierre brûlante, le reptile doit souvent changer de place.
En plaine de Cros, il n'y a pas d'ombre. Seuls les rapaces venus d'Afrique planent dans les courants d'air chaud. Malgré son habitude des tropiques, le milan noir suffoque. « 13h, 35 degrés à l'ombre. Le maquis provençal surchauffe sous la canicule. Au sommet de sa course, le soleil irradie au maximum et plombe la nature. Au cœur de l'été, sa chaleur, indispensable à la vie, devient étouffante. Sous la fournaise, les plantes se dessèchent, la terre grille. Dans la steppe et la garrigue, chacun a sa stratégie pour survivre. Les escargots se sont réfugiés en haut de la végétation pour ne pas se brûler le pied sur un sol surchauffé. Ils ont fermé leurs coquilles afin d'éviter l'évaporation. Les lézards se traînent vers l'ombre, écrasés par la chaleur. Les oiseaux, qui ne transpirent pas, halètent le bec ouvert pour se rafraîchir. Seuls les guêpiers prennent des bains de soleil. Ils sont rodés aux canicules africaines. La tortue d'Hermann fuit elle aussi la chaleur. Sa chute pourrait bien lui être fatale. Si elle restait sur le dos en plein soleil, elle ne résisterait pas aux brûlures. Mais la tortue garde son sang-froid. Dans tout le massif des morts, les tortues d'Hermann se cachent pour dormir. Contre la sécheresse excessive, les plantes ne peuvent ni se déplacer ni s'abriter. Heureusement, elles déploient des tactiques de résistance insoupçonnées. Victimes de la fournaise, les graminées se dessèchent, mais leurs graines résistent à la chaleur. Dispersées par le vent, elles assurent la survie de l'espèce. Tel un cactus dans le désert, le sédum a une autre stratégie. Il porte sur lui ses propres réserves d'eau. Ses feuilles sont gonflées comme des outres. De nombreuses plantes restent vertes en plein été, en puisant l'eau dans les profondeurs. Elles ont de longues racines et des réserves souterraines. Les feuilles prennent des formes étroites qui limitent l'évaporation. D'autres sont recouvertes par une couche de cire ou une enveloppe épaisse. Pour tous les êtres vivants, la chaleur estivale est une menace. Mais les animaux doivent aussi échapper aux prédateurs.
Dans la végétation, certains se cachent. Avec son allure de brindille, le phasme est le roi du mimétisme. Comme le phasme, l'empuse a des couleurs discrètes. Cette cousine des menthes religieuses a souvent elle aussi une attitude de prière. En fait, elle chasse à l'affût, prête à projeter ses pattes avant sur ses proies. Avec ses cornes sur la tête, la larve de l'empuse est surnommée le diablotin. Ses couleurs plagient celles du végétal et ses mouvements semblent imiter une brindille secouée par le vent. Toutes ces stratégies ne sont pas superflues. Dans la garrigue, les mini-prédateurs tendent des pièges redoutables. La toile de l'araignée est invisible, mais aussi solide que collante. Le criquet est condamné. L'argiope lobé l'enveloppe et le mord une première fois pour le paralyser, une deuxième pour le liquéfier, puis elle le déguste en l'aspirant comme un milkshake. Même destin pour la cigale, qui s'est fait piéger par l'argiope frelon. Pour certains, la vie est figée par la chaleur, pour d'autres, elle s'arrête. Dans les reliefs du Luberon, un étrange rapace se tient perché sur un cèdre. C'est un percnoptère, le plus petit vautour d'Europe. Avec son masque de peau jaune, le percnoptère est le croque-mort de la garrigue. Il niche dans les grottes et les cavités des falaises. Il se nourrit principalement de cadavres et d'excréments, mais il complète parfois son régime avec des insectes vivants. Son rejeton est déjà grand et tout aussi séduisant que son papa. Fin août, il s'apprête à migrer vers l'Afrique où il restera 4 ou 5 ans. Il reviendra lorsqu'il sera mature pour se reproduire. En fin de journée, les températures redeviennent supportables. La huppe chasse pour ses petits. Elle niche dans une maison abandonnée. Comme beaucoup d'oiseaux de Provence, c'est un migrateur africain, un ambassadeur des tropiques.
Dans la plaine des morts, le sol est sec et dur. La tortue doit utiliser une stratégie exceptionnelle pour l'ameublir. Elle vide sa vessie sur la terre avant de creuser son nid. Puis elle y dépose ses œufs blancs à la vitesse d'une tortue. Une fois enterrés, les œufs seront couvés par le soleil pendant environ 3 mois. Au crépuscule, un nouvel univers s'éveille lentement, le monde des êtres de la nuit. Dans le massif des Alpilles, un prédateur aussi impressionnant que discret sort de son gîte. Le hibou grand-duc attend patiemment le coucher du soleil pour partir en chasse. Le rapace est un redoutable chasseur. Sa tête pivote à 270 degrés. Ses grands yeux lui permettent de voir dans l'obscurité quasi totale. Et son ouïe très sensible détecte le moindre frémissement. Le grand-duc d'Europe est un spécialiste du camouflage sonore. Les plumes de ses ailes sont bordées d'un léger duvet qui absorbe le bruit. Son vol est parfaitement silencieux. L'attaque est fulgurante. Le grand-duc emportera sa proie pour la manger dans son gîte. Aussi discrète que le grand-duc, une mini-panthère se faufile dans la nuit. Ce petit fauve tacheté est une genette, un mammifère originaire d'Afrique, sans doute importé par l'homme il y a des siècles. La genette a senti un danger. Le répit nocturne a été de courte durée. Les plantes desséchées par la canicule flambent dans la nuit. Un équilibre fragile est rompu. Imprudence humaine ou accident?
Le feu ravage le maquis. Les hommes s'agitent. À l'aube, la végétation flambe encore. Le jour se lève sur une nature brûlée vive. Le feu a toutes les caractéristiques d'un être vivant. Il naît, se déplace, se nourrit, se reproduit et finit par s'éteindre. Malgré le passage des flammes, des graines sont encore là, prêtes à germer. Le brasier a accéléré l'éclatement des cônes de pin, libérant leurs semences, promesse de renouveau. Les animaux volants sont les premiers à réapparaître. Les fourmis sortent de leur abri souterrain. Comme une réponse au traumatisme du feu, la pluie rafraîchit le sol. La douche tiède de l'orage redonne vie au maquis provençal.
Dans la zone incendiée, des bulbes souterrains, des racines et des graines ont résisté au feu. Elles ont germé. C'est la couche superficielle du sol qui est la plus touchée par les flammes. Mais les cendres contribuent à la renaissance des végétaux en fertilisant la terre. Le feu est à la fois destructeur et créateur. L'histoire de la garrigue lui est intimement liée. C'est lui qui a effacé la forêt sous l'impulsion de l'homme. C'est lui qui a créé les paysages méditerranéens d'aujourd'hui. De nombreuses plantes provençales y sont adaptées depuis des millénaires. Le chêne liège est protégé par son écorce épaisse, une véritable couverture anti-feu. Il est passé à travers les flammes sans trop de dégâts. D'une année à l'autre, la nature reprend peu à peu ses droits et le traumatisme disparaît. Les graines des genêts ont résisté au feu, les fleurs réaniment le maquis provençal. D'autres promesses de vie se jouent dans les hauteurs. La cigale prépare les générations futures. Elle dépose plusieurs dizaines d'œufs sous l'écorce des branchages. À l'éclosion, les larves descendront de leur support. Elles passeront plusieurs années sous terre avant d'animer la Provence de leur chant d'amour. L'été se termine. En plaine, les oiseaux migrateurs se rassemblent avant le grand voyage. Bientôt, le retour en Afrique, où ils trouveront les insectes qui se feront trop rares ici. Septembre. Profondément enfouis dans le sol, les œufs de la tortue d'Hermann ont éclos. Le jeune reptile perce sa coquille. La pluie a ameubli le sol, lui permettant de creuser la terre et de sortir de sa couveuse. La petite tortue peut s'éveiller à la vie. Un cycle de vie se termine dans le maquis provençal. Face à la fournaise et à l'incendie, les plantes et les bêtes ont déployé des stratégies dignes des espèces tropicales. L'hiver sera une période de calme et de douceur. La nature méditerranéenne attend le retour de l'été. Il sera de nouveau accompagné des oiseaux multicolores qui donnent un air africain à la France sauvage.